Alors, bonjour Jean-Pierre Petit. Bonjour, bonjour. Nous voilà revenus pour parler cette fois d'un thème important, le nucléaire. Première question, ce n'apparaît pas comme étant votre thème de prédilection, alors pourquoi vous y êtes intéressé? Je vais vous dire la chose suivante. Moi, je m'intéresse à tout ce qui peut être utile. J'ai un service de documentation considérable à travers mon site. Les gens me mettent sur des problèmes, me mettent sur ceci, me mettent sur cela. C'est vrai que je ne peux pas tout traiter. Quelquefois, je dis c'est terrible, je ne peux pas aborder tout de front. Prenez par exemple le fait que maintenant l'industrie pharmaceutique est en train d'interdire les médecines naturelles, les plantes, etc. Pour pouvoir mettre des labels, c'est des gros sous là-dedans. Alors, il faut se battre pour ceci, il faut se battre pour cela. On est dans une situation actuellement dans le monde où il y a des scandales permanents, on découvre simplement les effets pervers du libéralisme, le fait que les gens veulent s'en foutre plein les poches, connaît par exemple le nucléaire. Eh bien, on découvre que finalement, si on veut gagner de l'argent avec ça, il vaut mieux utiliser les intérimaires plutôt que des professionnels, ce qui fait que vous avez 80% des tâches de nettoyage et d'entretien dans les réacteurs nucléaires qui sont faites par des gens qui vont et qui viennent. Vous imaginez la baisse de la qualité de la sécurité là-dedans, c'est catastrophique. Et tout ça, c'est l'argent, c'est le goût de l'argent. La pharmacie, c'est pareil. On vous fait une campagne pharmaceutique pour vous vacciner, pour vendre des produits, tout ça. Et les gens découvrent ça. Vous avez la banque, par exemple. Alors on découvre qu'on a un secteur financier, que finalement, les gens ne cherchent qu'à s'en foutre plein les poches. Alors là, vous avez actuellement quelque chose qui se fait jour un peu, c'est une réaction citoyenne. Et c'est très important une chose comme ça, parce que cette réaction citoyenne, c'est un petit peu une première par rapport à quelque chose qu'on a connu, que vous n'avez pas connu, vous étiez trop jeune, c'est mai 68. Mai 68, c'est tout d'un coup un ras-le-bol complet. À ce moment-là, on envahit les rues, on veut que ça change, etc. Et ça n'a pas changé, parce que ces gens n'ont pas de programme électoral. Si vous voulez bien, commençons par le nucléaire, avec ce qui s'est passé, Fukushima, etc., l'actualité, et puis ce que ça vous inspire, et puis les solutions après. Mais commençons avec le nucléaire. Commençons avec le nucléaire. Moi, je suis physicien généraliste, on pourrait dire, donc j'ai une petite capacité à lire, à comprendre, à essayer de piger des choses. Et je dirais un truc, c'est que j'ai très honte en tant que scientifique, parce que, évidemment, on pourrait dire on ne peut pas s'intéresser à tout, mais il y a des tas de choses qui ne me sont pas passées sous le nez. Par exemple, je vais prendre une chose très précise. Dans cette histoire de Fukushima, donc il y a eu une catastrophe nucléaire et la presse s'en est un petit peu emparée. Puis tout d'un coup, on a découvert un mot, c'est le MOX. Et à ce moment-là, des gens ont parlé, c'était un nouveau combustible nucléaire. Eh bien, il faut regarder ce que c'est que le MOX. C'est pas un combustible qui contient du plutonium, c'est du plutonium. Parce que quand vous prenez un combustible nucléaire, alors c'est très simple à expliquer, le minerai d'uranium, on le trouve par exemple au Niger, on le trouve au Congo, et des choses comme ça, c'est 99,3% d'uranium 238 qui n'est pas fissible, qui sert à rien. Et c'est 0,7% de 235. Bon. Faire marcher un réacteur avec ça, c'est pas commode du tout. On a commencé par faire ça. Il faut l'enrichir. Alors à ce moment-là, on a des usines sur place et on récupère ce yellow cake, là, ces gâteaux jaunes, qui est une façon déjà d'enrichir un peu, tant bien que mal, ce genre de choses. Puis après, on le traite. Et on le traite, c'est-à-dire qu'on prend ces mélanges de ces deux uraniums, qui sont des isotopes. Ils ont donc exactement les propriétés chimiques, donc on ne peut pas les séparer chimiquement. Simplement, il y en a un qui est un peu plus lourd que l'autre. Donc on va utiliser la centrifugation. C'est pour ça qu'on parle des centrifugeuses. Donc à ce moment-là, ça a été fait à Hanford, en Angleterre, en Amérique pendant la guerre, et puis après on a fait ça à Tricastin, et c'est sûr que le nucléaire français, qui est si virulent, il est né de préoccupations militaires, il est né du rêve de De Gaulle de posséder la bombe. Donc à ce moment-là, rien n'était trop beau. Vous savez, moi j'ai une phrase que j'ai inventée que je trouve pas mal pour la guerre. Quand on hait, on ne compte pas. Donc autrement dit, il y a une chose que moi j'ai pris conscience récemment, mais le public ne le sait pas. Nous avons fait un saut qualitatif énorme. Nous sommes passés de la fusion de l'uranium à la fission du plutonium. Alors on peut dire, pourquoi pas? Mais le plutonium, c'est horriblement toxique. Vous savez une chose, c'est que le plutonium, si vous avez 1 milligramme de plutonium que vous inhalez dans votre poumon, vous êtes condamné. Parce qu'il y a une chose aussi, une donnée qui est très importante à connaître,
c'est la durée de vie des radionucléides dans le corps. Par exemple, je ne sais pas, mais quand vous inhalez, quand vous absorbez du tritium, à moins qu'il se combine à des biomolécules qui vont rester dans votre corps, sinon vous avez l'urine, vous avez la transpiration, ma foi c'est une circuit de l'eau. Quand vous buvez un verre d'eau, vous avez une molécule d'eau, elle reste chez vous 3 jours, une semaine, vous vous en débarrassez. Tandis que le plutonium, lui, il va rester dans votre corps 50 ans, c'est-à-dire votre durée de vie. C'est-à-dire, si jamais vous inhalez une particule de plutonium, elle ne va pas vous quitter. Et alors, revenons au MOX, donc. Voilà. Alors le MOX, c'est une saloperie pas possible. Le MOX, ça consiste à mettre du plutonium. Et là, on découvre ça simplement parce qu'on apprend qu'il y avait du MOX dans le réacteur numéro 3 de Fukushima. Et ce MOX, d'où il vient, il est fabriqué par les Français. Et les Français, ils ont leur usine de Cocorico. Ils ont l'usine de La Hague. L'usine de La Hague récupère des trains de déchets. Alors, les Français vous diront, oui, mais on ne garde pas les déchets, on garde juste la confiture, quoi. On garde juste le plutonium. Donnez-nous vos déchets radioactifs, on extrait le plutonium, mais en échange, on conditionne les radionucléides vraiment dangereux dans des résines et on les renvoie. Bon, d'accord. Comme ça permet de les stocker plus facilement. Si tant est que ces résines résistent avec le temps, parce que là on a vraiment des déchets qui ont 100 000 ans, 200 000 ans de durée de vie, c'est vraiment emmerdant. Mais donc depuis des dizaines d'années, vous avez des militants écologistes qui s'enchaînent sur les voies de chemin de fer, qui prennent des coups de matraque. Vous avez Michalon, 31 ans en 77, quelque chose comme ça, qui est mort parce qu'il a pris une grenade en pleine poitrine et ça l'a tué, tout ça. Donc moi j'ai un immense respect pour ces gens qui sont peut-être pas des experts en physique nucléaire, mais qui ont mouillé leur chemise et qui ont risqué leur vie, quoi, c'est tout. Et moi, je me suis retrouvé lundi dernier à une manifestation à Aix, avec 200 de ces gars-là qui ont l'air de sortir de leur Larzac, comme vous dites. Ils ont des bannières, ils se sont fabriqués des masques en carton pour essayer, et ils étaient 200. Et ça fait de la peine, parce que ils avaient distribué des tracts partout. Il y en a une qui m'a appelé au téléphone ces jours-ci en me disant « j'ai pas le moral ». Et j'étais le seul scientifique. Et j'aurais pu ne pas être là parce que c'est Fukushima, moi, qui m'a réveillé, quoi. Au fond, je connaissais un petit peu toutes ces choses-là potentiellement, mais j'ai pris conscience de la dangerosité de cette affaire-là. Maintenant, c'est irréversible, c'est-à-dire que ce truc-là, il faut que nous, les scientifiques, on se bouge. Mais il va falloir que je bouge mes collègues, et vous savez pas ce que c'est qu'un scientifique. C'est un type qui s'intéresse essentiellement à son nombril et pas à autre chose. Et puis surtout, quand il s'agit de, par exemple, vous prenez des physiciens dans un labo, vous leur dites il faut militer contre le nucléaire. Ah oui, mais je vais me faire mal voir, le lobby nucléaire est puissant, on va plus avoir de crédit, on va plus avoir de poste. Puis ça c'est dit carrément, je dis vous savez, je vous téléphone, là vous avez un type chez vous dans votre labo, là il ouvre un peu sa gueule, il participe, dites-lui que sa carrière, ça risque d'en prendre un coup. C'est un peu ce qui vous était arrivé vous en tant que chercheur, non? Ben oui, mais à ce moment-là on accepte, c'est tout. Je veux dire que j'ai une carrière qui a été ce qu'elle a été. En fait, je vais vous dire la chose suivante, je suis devenu directeur de recherche, je ne sais pas pourquoi, à cause des lenturlus. C'est ça qui m'a fait passer directeur, c'est pas le reste. Donc on rappelle, les lenturlus, ce sont les bandes dessinées. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous parler d'ITER, parce que je sais que ça vous tient à cœur, et donc vous avez un certain nombre de documents ici, mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? ITER, c'est à côté de chez moi d'abord. Alors comme je fais du planeur à Vidon, à chaque fois qu'on vole, on a ITER en dessous. Donc j'ai vu cette partie de Provence qui commence à être rabotée, avec un terrain considérable, etc. Et ITER, bon, après, c'est sûr que c'est des dossiers dans lesquels on se plonge. Alors moi, quelquefois, vous voyez, le MOX, on en parlait tout à l'heure, je ne savais pas ce que c'était, j'ai regardé. Bon, simplement, maintenant, je dis, il faudrait arrêter la production du MOX. Avant de dire arrêtons le nucléaire, arrêtons. Mais à ce moment-là, Areva dira oh mais qu'est-ce qu'on fait de notre usine? Puis vous comprenez, on vend à l'étranger, ça nous rapporte de l'argent. Mais bien sûr, vous allez vendre ce poison. Regardez actuellement le MOX, il y en a dans le réacteur numéro 3. Le réacteur numéro 3, il y a des gens qui se demandent si la cuve n'a pas été décapitée. Il y a des gens qui retrouvent du plutonium un peu à droite, à gauche. C'est grave, un truc comme ça, c'est gravissime. Surtout que ce n'est pas une pollution massive comme dans Tchernobyl, mais c'est de longue durée. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que les Japonais là-dedans, ils ont été mauvais, complets. Il n'y a pas de pouvoir politique. C'était pas français justement, ils n'ont pas acheté français. Ils n'ont pas acheté français, mais c'est nous qui vendons le MOX.
Vous voyez, on est responsable. Je veux dire, dans un truc comme ça, moi je l'ai mis dans mon site, quand on voit les responsables de TEPCO qui sont là, d'abord ils sont à 90 degrés, après ils ont le nez par terre, ils s'excusent. Mais quand est-ce que la directrice d'Arrivo fera pareil en disant on s'excuse d'avoir diffusé le MOX? Parce qu'en diffusant le MOX, on crée des catastrophes potentielles, c'est évident. Alors si on ne produit plus le MOX, à ce moment-là on va gagner moins d'argent, notre balance des paiements, puis qu'est-ce qu'on va faire des employés de l'usine de MOX? Vous voyez, c'est effrayant. C'est pour ça que face à cette situation où on dit il y a des choses qu'il faut arrêter, en parallèle, si on ne dit pas il faut démarrer d'autres choses, c'est foutu. Et on y viendra après. On y viendra après. Mais pour rester sur ITER pour l'instant. Alors pour rester sur ITER à ce moment-là, évidemment. Ça à 15 milliards d'euros, je vois. Voilà, disons qu'au départ ça faisait 5 milliards d'euros, et il y a eu une réunion donc lundi dernier où des parlementaires européens sont venus pour entendre les gens d'ITER, leur parler de tout ça. Alors je vais vous dire la chose suivante, j'ai eu des discussions avec des responsables d'ITER et des responsables au niveau de Torsupra, etc. Je ne vais pas citer leur nom parce que je ne veux pas les emmerder, mais il y a une chose, c'est que, vous voyez, ils me connaissent et je dirais, pour certains, je suis une sorte de légende vivante au plan scientifique. Je dis en toute modestie, souvent ils ont 20 ou 30 ans de moins que moi, donc ils ont appris la physique dans les Lenturlus, donc je bénéficie d'une certaine cote d'amour, c'est ces gens-là, quoi. Et ensuite, quand on discute, ils savent que je suis quand même un physicien catégorie poids lourd, je ne suis pas le premier journaliste venu, donc on peut avoir des échanges et discuter technique assez fortement. Bon, alors c'est sûr que là j'ai posé les bonnes questions, et ils ne se sont pas défilés, ils ont apporté les réponses. ITER, je vous dis la chose suivante, une chose qu'on a découvert, c'est dangereux. Je vous expliquerai pourquoi. C'est dangereux non pas au point de vue nucléaire, mais au point de vue chimique. ITER, c'est Céveso si ça explose, vous voyez. Carrément, je vous expliquerai pourquoi. Et donc, dans ces discussions que j'ai eues avec ces gens-là, à la fin, ça se terminait par... C'est la critique que je donne. Est-ce que vous pensez qu'avec cette formule-là, on pourra un jour avoir de l'électricité? La réponse, en gros, c'est oui, si on n'est pas à quelques dizaines de milliards d'euros près et à quelques décennies. Vous savez, c'est pas un projet où vous dites on va peut-être prendre un an de retard. Non, là, on va prendre 20 ou 30 ans de retard. Parce que, pourquoi des délais aussi importants? Parce qu'ITER, c'est affreusement compliqué. Quand on discute avec ces gens-là, on se dit mais un réacteur nucléaire, vous voyez, il y a autant de différences entre ITER et un réacteur nucléaire qu'entre un moteur à réaction et une bouilloire. Oui. Alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est exactement ITER? ITER, vous avez une chambre toroïdale, vous avez un aimant supraconducteur, ce qui n'est pas rien, qui doit être refroidi à l'hélium liquide. Ensuite, vous avez X moyens de chauffage, vous injectez des neutres, vous injectez des particules alpha, enfin des tas de trucs. Ensuite, vous avez un engin qui est d'une instabilité inimaginable, vous avez toutes les formes. Ces gens-là me disent, vous savez, en matière d'instabilité de plasma, on est gâté. C'est incroyable. Par exemple, ce plasma, vous essayez de le garder avec un champ magnétique. Et l'image qu'il donne est assez bonne. Essayez d'imaginer que vous avez une sorte de chambre à air de voiture très molle et vous essayez de la comprimer avec une bande Velpo. C'est ça. Alors, vous voyez, ça fait des boudins, des trucs. C'est pas commun. Là, c'est du MHD. Oui, c'est de la MHD. Et c'est pour ça. À un moment, je crois, dans une autre vidéo, vous m'avez dit, c'est quoi votre spécialité? C'est la MHD. La MHD, c'est un truc très large. Mais comme je connais la MHD, je peux comprendre ITER. Je peux comprendre toutes ces choses-là. Alors, dangereux, si vous voulez, parce que, et ça, c'est là que je trouve que c'est monstrueux d'avoir fait une chose pareille. C'est que ITER, c'est pas une réaction nucléaire, c'est deux. Alors évidemment, je vois les vidéos, vous-même allez sur internet, vous trouvez 36 000 vidéos françaises, anglaises, où vous avez même des cicérones qui vous montrent, voyez le soleil, alors dans le soleil on fait ça, nous on va faire ça expérimentalement, c'est merveilleux, nous allons apprivoiser le soleil, le mettre dans une petite bouteille, glou glou glou, etc. etc. Mais le problème, c'est que on vous dit, alors, la réaction nucléaire la plus médiatisée, je dirais même, elle est plus connue que les réactions chimiques. C'est vraiment deutérium plus tritium, d'un hélium plus de neutrons. On apprend ça à la maternelle, deutérium plus tritium, d'un hélium plus de neutrons, plus l'énergie. Voilà, c'est ça. Alors on est là et grâce à ça, nous allons pouvoir construire le monde, etc. Très bien. Alors il y a une chose qui s'appelle le tritium. Et le tritium, c'est un isotope de l'hydrogène qui est fait avec 3 nucléons, un proton et 2 neutrons.
Et ce con-là, il a la probabilité d'être radioactif, c'est-à-dire qu'au bout il a une demi-vie de 12 ans, et pof, et ben il décompose, et il fait une radioactivité bêta, peu importe ce que c'est, mais ça ne fait pas de bien à l'organisme. Autrement dit, si vous buvez de l'eau tricier, vous êtes malade. Et il y a une chose, c'est comme c'est de l'hydrogène, ça se mêle à n'importe quoi, ça se mêle à votre ADN. Donc si vous avez du tritium dans votre ADN, alors là il va rester 12 ans et vous allez en crever, quoi, c'est tout. Donc vous avez une structure, vous avez un côté une paroi avec de l'autre côté 150 millions de degrés ou 100 millions de degrés, hein, et puis vous avez la couverture tritigène qui fait ça d'épaisseur, et puis de l'autre côté vous avez l'élément supraconducteur qui est à 3 degrés absolus. Et tout ça, ça cohabite. Hein. Alors, imaginez, on a, à mon avis, le scénario apocalyptique, il existe pour ITER. Ça, les gens ne savent pas. Pour résumer un peu, vous nous dites que c'est un puissant fonds financier, ce n'est pas efficace en termes énergétiques, et c'est dangereux. Alors pourquoi Très on l'a dangereux. fait? Mais parce que c'est une machine afrique. Vous avez donc découvert une chose, c'est qu'à cause de la présence du lithium, mais le lithium, il est liquide, il est mélangé à du plomb. Le plomb, c'est quoi? C'est le saturnisme. Alors je peux vous imaginer... Ça c'est à ITER toujours? Toujours à ITER. À ITER, tout d'un coup, catastrophe. Catastrophe pour une raison quelconque, il y a quelque chose qui pète. Alors quelque chose qui pète, pof, le deutérium tritium est lâché dans la nature. Ça c'est moindre mal. Mais ensuite, vous avez le beryllium. Ah, vous avez de la poussière de beryllium qui s'en va dans toute la région. Hein, et à ce moment-là, berylliose, cancer, etc. Ensuite, vous avez le lithium, pareil. Regardez dans les encyclopédies, c'est une horreur le lithium. Il y a tout ce qu'on peut attraper avec le lithium, c'est merveilleux, quoi. Il y a toutes les maladies possibles et imaginables. Ensuite, en prime, vous avez le plomb. Vous savez que le plomb, ça donne le saturnisme. Donc, vous avez un ensemble, une fois. En plus, il y a le tritium qu'on avait déjà fabriqué. Vous avez une palette de toxiques là-dedans. Je vous raconte pas, quoi. Alors dire que c'est pas dangereux, c'est de la blague. Passons aux solutions. Alors concrètement, est-ce que ça veut dire que, comme vous le dites, chacun, dans 10 ou 20 ans, si cette technologie se développe, pourra avoir son réacteur nucléaire? Je ne donne pas de chiffres, mais je dirais la chose suivante, c'est que la physique nucléaire, elle est à ses débuts, et en faisant la fission ou en faisant la fusion, on bricole avec des conneries. Il y a bien mieux. Et un jour, mon Dieu, si Dieu nous prête vie, on réussit à maîtriser cette fusion pure, cette fusion aneutronique, il n'y aura plus de fission, il n'y aura plus de tokamak. Mais est-ce qu'on en est loin? Parce que ce que vous dites, apparemment, c'est à portée de main, non? Si on a déjà... C'est à portée de main. Vous savez, il y a une chose, je vais vous dire, qui est un chiffre. C'est 500 fois moins cher qu'ITER. Donc même si on disait ça va marcher dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, moi je serais ministre de la Recherche, je dirais mettez de l'argent dans le lieu là-dedans. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec un ami qui était qui était à la retraite, qui était un ancien spécialiste du nucléaire. On a mené une campagne. Et quand on a mené une campagne, on a essayé d'avoir de l'aide. C'était quand? C'était en 2007-2008. Ouais. Moi, j'ai commencé tout de suite à accrocher au travail parce que c'est mon ami Malcolm Hines avec qui j'étais jeune chercheur, et Hines a fait un papier dans Physical Review Letters qui s'appelle Over 2 billion degrees. Plus de 2 milliards de degrés, c'est quand même quelque chose. En fait, il y avait 3 milliards 7, mais bon, il n'a pas osé mettre plus de 3 milliards, ça faisait trop. Il a mis 2 milliards de degrés. Bon, cet article-là, moi, j'ai percuté dessus tout de suite. J'ai fait une analyse de ce truc-là qui se trouve sur mon site, et il y en a toute une tartine. Et je peux vous dire que les gens qui se réunissent pour discuter de la fusion pure, ils ont lu mon article dans Internet. C'est là que se trouvent les meilleurs. D'ailleurs, on s'en sert aussi pour Wikipédia, quoi, disons. Hein. Bon, donc là-dedans, c'est vrai qu'il y a une perspective phénoménal, mais c'est pas comme ITER. D'abord, c'est pas dangereux, ça crée pas de ceci, ça crée pas de cela, et ça coûte pas cher, parce que le 500e d'ITER, c'est pas ITER. Mais ça pourrait pas exploser, par exemple? Non, ça peut pas exploser, c'est un truc, on a des condensateurs, boum, on fait une compression. Et là, il y a une chose très simple, vous avez une voiture, j'imagine peut-être que c'est un diesel, hein, c'est un moteur à explosion, c'est pas une machine à vapeur. Vous avez 1000 degrés pendant un millième de seconde, vous comprimez, combustion, et boum, après ça se détend. Eh bien, la machine dérivée de cette fusion pure, ce serait une fusion impulsionnelle. Et moi, je dis, si un jour on maîtrise la fusion, ce sera de manière impulsionnelle. Or, c'est pas le cas d'ITER. ITER, retenez bien cette phrase, elle résume tout. C'est la machine à vapeur du troisième millénaire. C'est le fardier de Cugnot, quoi. C'est tout. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'ils les informent? Parce qu'ils font des bombes à fusion pure, les Américains. C'est-à-dire que dans une bombe atomique,
une bombe à hydrogène, vous avez besoin d'une bomba comme allumette. Et la bomba, on ne sait pas faire des bombas qui font moins de 300 tonnes de TNT d'équivalent. Donc c'est la monstruosité de l'arme qui fait qu'on ne l'emploie pas. Et puis les déchets. Tandis que là, si vous faites une bombe à bord hydrogène, c'est une bombe verte, ça crée de l'hélium. Donc on va les utiliser. Et en plus, c'est miniaturisable. Vous savez, quand on voit Schwarzenegger qui tire sur un autobus et qui le pulvérise avec une balle, je vous jure que ça existera. Des bombes à fusion pure qui seront dans un barillet de revolver. Parce que celui qui a ça, en gros, il Domine le monde, c'est clair. Et pourquoi nous, on le ferait pas alors? Pourquoi? Ah, mais attendez, on a notre Z-Machine en France, à Gramma, qui s'appelle le Sphinx. Hein, et les militaires français aimeraient bien faire quelque chose. Alors, c'est vrai que j'ai voulu rencontrer Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, pour elle, Maxwell, c'est l'inventeur du café, vous voyez. Donc, j'ai rencontré son adjoint scientifique, et qui s'appelle De Piret. Et De Piret, j'ai essayé de lui expliquer un peu ce que c'était que la Z-Machine. Il est gentil, mais il n'a pas compris, quoi. C'est un jeune, quoi, voilà. Hein. Et je suis arrivé au ministère de l'Industrie, où j'ai rencontré De Piret, et je lui dis, voilà, j'ai une lettre de Smirnov. Smirnov, très, très diplomatique, dit qu'il est tout à fait puritaire, mais quand même, si on faisait un petit peu de Z-Machine, ce serait pas mal, quoi. Vous voyez, c'est la souris à côté de l'éléphant, quoi. Bon. Et Smirnov m'a envoyé cette lettre sans destinataire. Il ne peut pas me l'envoyer à moi. Moi, je ne suis pas crédible, je n'ai pas de couverture. Il faut que ce soit envoyé à un ministre. Enfin, alors, envoyer ça au CEA, ce n'est pas la peine. Les types diront, je ne veux pas recevoir une lettre pareille. Donc, j'ai dit à Pécresse, si votre patronne était d'accord pour recevoir cette lettre, Smirnov lui envoie demain. Jamais eu d'écho. Elle a demandé aux nucléocrates, il y a même des gens qui les appellent les nucléopathes, je trouve que c'est pas mal. Hein. Bon, ils ont dit non, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Non mais ce truc-là, d'une part, il y a un espoir fantastique là-dedans, mais comme d'habitude, c'est comme le nucléaire, on fait des bombes. Et je me rappelle ce que m'avait dit Christian Nazet, qui était l'ancien responsable de l'instrumentation à Mururoa, rien ne se fera en France sans l'aval de l'armée. D'abord l'armée, après l'énergie on voit. Donc les bombes d'abord, l'énergie ensuite. Donc c'est pour ça que c'est foutu. Parce que ce sera comme ça en États-Unis, peut-être en Russie aussi ou en France, les bombes d'abord. Il y a un intérêt stratégique tel que on met le boisseau là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est passionnant. Moi j'ai cru, je suis scientifique de haut niveau, poids lourd, j'ai cru que la science poussée dans ces extrêmes allait apporter des solutions. Je vois une chose, c'est qu'on fait des manipulations génétiques, résultat on fait des OGM, on fout la merde. Hein. On fait du nucléaire, on fout la merde aussi. Alors c'est pour ça qu'on va passer à cette partie-là qui va vous surprendre. Les solutions des humains actuellement pour l'énergie, c'est presque un retour au 19e siècle. Alors allez-y. Alors on y va. Bon. Alors on y va, c'est vrai, j'ai rencontré Michel Rivasi, j'ai passé 1 heure avec elle en discutant, elle ne savait pas ça. Alors, par exemple, prenez le solaire. Alors le solaire, soit vous avez le capteur solaire qui vous permet de chauffer votre baignoire, ça c'est le solaire domestique, quoi, c'est gentillet. Alors c'est vrai que s'il y en avait plein, on ferait des économies, tout ça. Mais justement, dans cette espèce de position écologique, il y a une position qui est il faut économiser, il faut mieux gérer l'énergie. Moi je dis il faut aussi la produire massivement, parce que vous n'allez pas dire ça aux Chinois, aux Indiens, ils en ont rien à foutre. Les Chinois, ils sont prêts à produire 30 réacteurs nucléaires par an, parce qu'ils ont besoin d'énergie. Hein. Or l'énergie, c'est autrement qu'il faut aller la chercher. Alors vous avez une installation en Espagne, je prends ça au hasard, par exemple, c'est Andasol. Hein. Andasol, tenez, par exemple, là, on voit une photo, vous la mettrez peut-être mieux, hein, on voit, c'est des miroirs paraboliques en tôle, c'est de la tôle réfléchissante. Hein. Il n'y a pas de produit stratégique, de trucs qu'on doit importer. Vous avez de la ferraille, c'est très bien. Vous savez faire de la tôle, pas mal. Et c'est vrai que quand j'étais assis avec Michel Rivasi, il y a un type qui est arrivé qui me dit est-ce qu'on sait fabriquer des miroirs comme ça? Je dis, mais c'est pas les miroirs de Hubble, on les plie, c'est tout, nom de Dieu, c'est rien. Hein. Alors, les Espagnols ont fait des miroirs qui font 6-10 mètres de large, 300 mètres de long, ils en ont mis sur 100 hectares, et avec ça, vous voyez que sur ces miroirs ici, vous avez le foyer, et dans ce foyer, eh ben, vous concentrez la chaleur. Mais avec des miroirs pareils, vous avez 400 degrés. Et comme vous avez
un fluide caloporteur, vous avez de l'eau pressurisée à 400 degrés. Derrière, vous avez exactement ce qu'on met au cul d'un réacteur nucléaire. Le réacteur nucléaire fait de la chaleur, puis après, vous avez une turbine à gaz, un alternateur, etc. Et vous envoyez ça dans le secteur. Ça, c'est en Espagne où il y a beaucoup de soleil. Est-ce qu'en France, ça pourrait être dupliqué? Mais bien sûr, mais vous pouvez mettre ça à Lille. S'il y a moins de soleil, vous mettez des miroirs 2 fois plus grands. Où est le problème? Mon Dieu, ça va vous coûter 2 fois plus de tôle. Au lieu de faire du miroir. Voilà, vous comprenez, vous rendez compte. Ça nécessite des grandes distances. Il y a des déserts, bordel. Prenez par exemple les Chinois. Ouais. Moi, j'ai envie d'aller en Chine avec des gens en disant, vous savez, vous avez le Xinjiang. Le Gobi. Vous avez le désert de Gobi. Alors, bon, à ce moment-là, c'est là que c'est intéressant. C'est le deuxième point qui est capital et que les gens ne savent pas. Moi, j'ai appris ça il y a 2 mois. C'est le transport de l'énergie électrique. Par exemple, il y a un projet qu'on avait appelé Desertec. Ça consistait à mettre les capteurs solaires. Alors là, si vous allez au Sahara, il y a 3 kW par mètre carré, c'est énorme. Au lieu d'1, ici il y en a 1, peut-être dans le nord il y en aura 500, c'est pas grave. Bon, seulement si vous allez commencer à mettre vos centrales solaires en Libye, au Maroc, en Algérie, tout ça, alors la stabilité politique, bonjour. Bon. Mais en fait, on peut les mettre partout. Ce truc-là, ça fait 100 hectares. Il y a une carte dans mon site, dans le projet de Desertec, vous avez le Sahara et vous avez un carré qui représente ce qu'il faudrait équiper en solaire pour produire de l'énergie pour tout le monde entier. Ah oui. 300 km par 100 km. L'Amazonie, l'équivalent de l'Amazonie, mais en énergie Mais solaire. beaucoup plus petit, ça fait 300 km. L'Amazonie, c'est beaucoup plus que ça. Donc vous prenez un timbre-poste, vous le mettez là-dedans, vous mettez des trucs en ferraille comme ça. Alors ces trucs en ferraille, ça fait marcher de l'énergie. Alors là, vous avez un type comme Claude Allègre. Mais Claude Allègre, je m'excuse, c'est un imbécile. Dans les médias, il a dit on ne sait pas stocker l'énergie. C'est pas vrai. Dans Andasol, ils ont des gros bidons remplis de nitrate de potassium et nitrate de sodium. C'est des sels fondus à 400 degrés et ils stockent la chaleur là-dedans. C'est pas dangereux. C'est pas enterré. Voilà. On le dit souvent à propos des éoliennes, c'est qu'on ne sait pas stocker l'énergie produite par les éoliennes. Oui, parce que là, les éoliennes, ça ne produit pas de la chaleur. C'est emmerdant de stocker de l'énergie électrique. Tandis que là, vous avez de la chaleur. Il n'y a rien de plus simple à stocker que de la chaleur. C'est extraordinaire, un truc pareil. Donc, vous avez vos trucs. Et là, vous avez même des chiffres. Si vous produisez 50 MW comme ce genre de choses-là, il faut en produire 30% de plus pour pouvoir tenir compte, pour pouvoir produire la nuit. Pour la nuit. Et même, par exemple, avec un truc comme ça, vous pouvez avoir du mauvais temps pendant 7 heures. Mais il n'y a pas de déperdition dans le transport ou dans le... Alors ça, c'est intéressant. Effectivement, les gens diraient, mais je suis très gentil, vous allez produire l'énergie à tel endroit et je vais la transporter à 500 km ou 1000 km, comment je fais? Vous savez, par exemple, qu'en France, vous avez des centres de production d'électricité, que ce soit des réacteurs nucléaires, que ce soit des barrages, que ce soit des centrales thermiques, il n'y a jamais plus de 200 km entre l'endroit où on produit et l'endroit où on consomme. Pourquoi? Parce que les lignes haute tension, le courant est transporté sous 400 000 volts, mais ça marche très bien pour 500, 1000 km à la rigueur, mais au-delà, il y a trop de pertes. Donc vous ne pouvez pas dire, je vais produire mon courant à tel endroit, je vais l'envoyer à 3000 km. Là, les gens diront non, il y a trop de pertes. Alors à ce moment-là, il y a des gens qui se sont trouvés dans ce problème-là, c'est les Canadiens. Les Canadiens, dans le Québec, ils avaient une chose, c'est qu'ils avaient la ville de Québec avec le Saint-Laurent, et puis au nord, 1400 km plus loin, il y avait des possibilités hydroélectriques extraordinaires. Pas avec des chutes comme on a dans les Alpes, il y avait des chutes de 10 mètres, mais alors ils avaient de la flotte, comme c'est pas possible. Donc ils pouvaient faire des barrages énormes et avoir des mégawatts, 4000 mégawatts, 5000 mégawatts, comme qui rigolent. Seulement, il fallait les transporter sur 1800 km. Alors à ce moment-là, ils les ont transportés en courant continu. En courant continu, et bien, comment ça se passe? Vous trouverez, je crois qu'il doit y avoir un dessin là-dedans qui montre comment c'est foutu. Je ne sais pas si je l'ai mis dans... Voilà. Voilà ce qu'il y a. Ça s'appelle Hydro-Québec. Hydro-Québec, Québec parce que c'est au Canada, puis Hydro parce qu'il y a de la flotte. Chez eux, ils ont un truc comme ça. Vous voyez cette espèce de truc? C'est un redressement. Beaubourg, ouais.
Oui, on dirait, oui, c'est un redresseur. C'est un redresseur. Vous savez que quand on produit du courant alternatif, eh ben on sait le redresser pour faire du continu. Donc là, ils font leur alternatif à 400 000, 600 000. En Chine, ça va jusqu'à 850 000 volts. Vous avez un courant à 850 000 volts et boum, vous faites du courant continu. Et on sait transporter ça avec des fils. Alors ça a un avantage. Ils étaient obligés parce qu'ils avaient le Saint-Laurent à transporter. Ils ne pouvaient pas mettre des pylônes pour mettre l'électricité au-dessus du Saint-Laurent. Il fallait que ça rentre dedans. Alors imaginez que le courant alternatif dans l'eau, c'est la catastrophe parce qu'il y a une induction, vous perdez. Hein. Donc ça a été fait par les Canadiens. Ils ont transporté leur courant en continu. Et ça pourrait être fait donc pour le projet dont vous parlez, si Tous par les exemple au Sahara, tous les projets. Ouais. Et alors là, maintenant, retenez ce chiffre, ouvrez bien vos osgourdes, comme on dit. Hein. Vous savez combien on perd dans le transport d'énergie par courant continu? 3% par 1000 km. Ouais, donc c'est pas énorme. C'est fantastique. Donc ça veut dire que vous pouvez envisager de transporter le courant sur 1000, 2000, 3000, 5000 Quelle que km. soit la distance, c'est 3%? 3% par 1000 km. Ah, par 1000 km. Par 1000 km, c'est 3%, 2000 km, c'est 6%, mais ma foi, si vous avez 15% de perte, c'est pas énorme, c'est pas 90%. Donc vous pouvez produire de l'énergie à un endroit et l'envoyer à un autre. Vous avez par exemple des projets, ça c'est fantastique, je dis, c'est une époque où il faut vivre avec la mentalité de Jules Verne. Parce que ça, je vous signale que c'est de la technologie du 19e siècle. Hein. Le redresseur, ça a été inventé en, je sais pas, en 1735 ou un truc comme ça. La turbine à gaz, c'est n'importe quoi, vous voyez. Alors les gens diront, mais est-ce que vous avez besoin de zirconium? Non, non, la tôle, ça suffit. Hein. Et alors, est-ce que vous avez besoin de métaux extrêmement rares pour le photovoltaïque? Non, non, on ne fait même pas de photovoltaïque, c'est trop cher. On va être obligé d'importer ça, quoi. Alors, ce truc-là, ça a un côté bouleversement politique, parce qu'imaginez, vous avez des Tunisiens qui disent en disant, vous croyez qu'on pourrait faire ça? Oui, oui, mais alors, il faudrait importer. Mais non, vous importez pas. Vous allez chercher des types qui sont en deuxième année de licence de physique, vous leur dites de dessiner. Mais les turbines à gaz, ça existe déjà. Ils deviendraient exportateurs d'énergie. Mais bien sûr, les pays pauvres deviendraient plus riches. Alors ça va pas, c'est le monde à l'envers, vous comprenez? Ouais.